enregistré sur cet ordinateur. C'est parti. Ok, donc je vais aller retrouver les questions. Elles sont là. Ok, bonjour Laurent. Pourrais-tu nous parler de toi en quelques mots? Bonjour Valdi. Alors, en quelques mots, je suis ce qu'on nomme aujourd'hui un nomade, soit un nomade numérique, et puis comme j'aime à le définir, un nomade chevaleresque. C'est-à-dire, je suis toujours en train de bouger, que ce soit dans mon parcours universitaire ou mon parcours professionnel. J'ai beaucoup bougé géographiquement. Et chevaleresque parce que j'ai toujours à cœur d'aider ma communauté, mon entourage. Voilà. Ok, bien, merci Laurent. Pourquoi est-ce que tu as accepté cette interview? Alors tout d'abord, c'était aussi un petit message WhatsApp. Alors, pourquoi j'ai accepté cette interview? C'est que ça me tenait à cœur d'abord de t'aider dans tes démarches, parce que j'avais apprécié aussi Practice et puis les cours que tu proposais. Et puis, j'aime bien apporter de la valeur aussi à ma communauté et à mon entourage. Est-ce que tu as entendu les petits messages? J'ai entendu tout ce que tu disais. Par contre, l'image, elle s'est bloquée au tout départ, ce qui fait qu'on t'a pas vu parler. On a juste le son. Ouais, non, parce que Et ouais, si tu, si tu veux le refaire, ce serait top. D'accord. Oui, Valdi, pourquoi j'ai accepté cette interview? Eh bien, tout d'abord pour témoigner ma reconnaissance à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place durant tes conférences. Et deuxièmement, pour aussi valoriser, peut-être apporter un peu de valeur à mon entourage, voilà, à travers un témoignage. Ok, excellent, merci. Alors, toi, dans le passé, tu as été employé. Aujourd'hui, tu es indépendant. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce changement dans ta carrière? Alors, ce qui m'a conduit au changement, c'est tout d'abord un licenciement. Euh, à devoir s'adapter à une nouvelle situation. Et puis, finalement, aujourd'hui, je suis indépendant, mais j'ai surtout choisi le statut d'entrepreneur, donc sous format SARL. Pourquoi? Parce que je souhaite que ce que je crée perdure après moi, en fait, tout simplement. Parce que j'ai envie de créer une communauté, j'ai envie de créer un groupe avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et une certaine vision. Et donc, ça pouvait se faire que dans le cadre, aujourd'hui, dans le cadre d'une société. Même si on parle beaucoup de mise en réseau et de partenariat aujourd'hui entre entrepreneurs, par exemple, entre freelance en tout cas. Ok. Et tu parles de transmission, Laurent. Oui. Finalement, j'entends là derrière une forme de durabilité de l'entreprise qui aille au-delà de la personne Laurent, mais quelque chose qui soit encore plus gros en fait, qui soit plus gros que toi-même. Oui, tout à fait, Valdi. C'est en fait, je pense, c'est le côté chevaleresque qui ressort. C'est-à-dire que je souhaite que on appelle ça maintenant le voyage du héros, qui a des missions et qui rencontre sur son trajet voilà, des gens qui adhèrent à sa cause et puis des gens qui vont essayer de l'empêcher d'atteindre son objectif. Et au final, l'histoire du héros a toujours une vocation à apporter quelque chose à la communauté et à l'ensemble de la société. Donc c'est cet esprit-là en fait que je veux développer dans mon entreprise. Et donc ma société sera très tournée développement durable, et en tout cas économie sociale et solidaire,
Donc, en fait, voilà, ma société, je veux aussi la configurer dans un environnement économique, social et solidaire, et puis dans tout ce qui est aussi label Bicorp, par exemple, qu'on retrouve sur Genève avec Jonathan. Tu parles de configurer la société que tu fais. Tu peux nous rappeler en 2 mots ce que c'est ton activité? Alors, mon activité première, c'est la direction financière. Donc, c'est anticiper et prévoir l'avenir, réaliser ces plans d'action, qu'ils soient commerciaux ou des plans de réorganisation, parfois dans les entreprises. Donc, c'est très lié à des budgets, à des prévisions de marge, à des prévisions de résultats de fin d'année. Et en fait, c'est essayer de donner la meilleure vision aux dirigeants et aux différents partenaires de la situation de l'entreprise. Donc, quand je parle de situation, il y a une situation économique, bien évidemment, mais aussi il y a une situation, comme on dit aujourd'hui, de bien-être au travail, d'implication des salariés, de motivation. Voilà, ça passe aussi par ça. Et donc, pour compléter mon core business, comme on dit, mon activité secondaire sera le management. Parce que j'ai managé des équipes, j'ai aussi travaillé un peu en Afrique, donc avec des cultures différentes. Et puis, c'est vrai que depuis 5 ans, maintenant, je fais beaucoup d'aide aux personnes à l'insertion, sur recherche d'emploi ou recherche de soi-même parfois. Ok. J'entends en fait ce que tu dis, c'est que tu es au début de la création de cette entreprise et finalement tu l'as créée selon tes propres idéaux, avec le côté, le parcours du héros, avec le côté relié à une économie sociale solidaire. Ça paraît bizarre, non, quand on crée quelque chose lié à la finance? Alors, effectivement, c'est une création liée, c'est lié au développement et surtout à l'apport de valeur durable. Parce qu'en fait, mon métier, qui est le contrôle de gestion, c'est une meilleure gestion des ressources, donc qu'elles soient financières ou humaines. C'est une mise en cohérence de l'ensemble. Comme je dis souvent, si on veut faire du chiffre d'affaires, il faut investir, et puis il faut investir dans le marketing ou les commerciaux ou la publicité. On n'a rien sans rien, quelque part. Et donc, mon premier travail, c'est aussi, en tout cas, même art de vivre, d'apporter de la marge de manœuvre aux personnes qui m'entourent et à moi-même. Donc, je suis beaucoup dans la gestion de ressources et la gestion de marge de manœuvre. Voilà. Ok. Je passe à l'étroit dans son poste ou son activité. Et la création de ma société, c'était aussi ça. Je me sentais un peu à l'étroit parfois dans un monde salarié, donc j'ai choisi de m'ouvrir des portes. Wow. Et est-ce que tu penses que ça, c'est lié à l'entreprise idéale de demain, de pouvoir gagner en marge de manœuvre? Est-ce que l'entreprise de demain, l'entreprise idéale, elle permettrait à tout le monde, employeur, employé, d'avoir, ou indépendant, enfin peu importe, d'avoir plus de marge de manœuvre au quotidien? Alors oui, effectivement, la marge de manœuvre, elle passe aussi pour moi dans l'entreprise de demain parce qu'on appelle la gouvernance partagée. C'est-à-dire on prend souvent l'exemple du bateau ou de la fusée, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même fusée qui veut décoller. Et à un moment donné, ce que je fais dans mon poste, ça a des conséquences sur le travail du voisin. Et donc, à un moment donné, je ne peux pas raisonner tout seul. Et quand je raisonne tout seul, je raisonne aussi avec mes biais psychologiques, cognitifs. Je raisonne avec mes croyances et mes freins. Et donc, c'est vrai que de raisonner ensemble, on voit beaucoup en ce moment sur l'intelligence collective qui est très à la mode, forcément, on va essayer de packager, je dirais, une réflexion qui soit commune, mais qui soit
plus un moteur qu'un frein. Voilà, donc effectivement, à plusieurs, on est plus fort. Ouais. On se freine moins, en tout cas. Comment? On se freine moins, en tout cas. Exact. Ok, top. Je vais revenir sur les questions parce que du coup, si Ouais. tu les avais préparées, on va revenir, mais j'avais envie de te poser ces autres questions. Attends, j'en avais une autre, tu avais dit quelque chose. Multi-activité. Si, est-ce que je peux te la poser? On reviendra sur les questions après. Ouais. Non, c'est pas grave, je la note, je reviendrai. Allez. Donc, prochaine question, c'était si tu pouvais imaginer une organisation idéale, comment serait-elle? Alors, sur l'organisation idéale, effectivement, pour moi, elle est basée sur le respect, tout d'abord, donc sur l'écoute et l'entraide. C'est deux notions qui sont fondamentales dans ma vie. Et après, tout simplement, l'organisation, je dirais, au travail, elle ne doit pas vraiment être différente de l'organisation personnelle, finalement. On est toujours en train on vit en société, donc on vit avec les autres. Il y a un moment donné, si on veut développer un projet commun, il faut se mettre d'accord sur les règles. Voilà. Et puis, quand on définit des règles, il faut que tout le monde ait droit à la parole. Et puis, voilà. Donc, beaucoup la parole présente dans l'entreprise. Ok. Et justement, par rapport à ça, comment imagines-tu le management dans cette entreprise? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le management, il est surtout dans le respect, dans le fait de vouloir partager une vision commune, mais aussi des actions communes. Et donc, je crois beaucoup, par contre, à la prise de conscience. C'est-à-dire faire les choses, non pas parce qu'on nous le dit et quelque part, on est obligé de faire le travail, en tout cas les actions qu'on nous dit, mais parce qu'on a pris conscience que si on ne les fait pas, notre marge de manœuvre sera réduite par la suite. Donc le management, pour moi, il est surtout au partage d'une vision et à œuvrer ensemble. En fait. Ok. Est-ce que c'est qui définit la vision dans cette entreprise idéale? Est-ce que c'est uniquement la direction? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise? Alors pour moi, cette vision, elle vient de l'ensemble. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, en fonction de leur prise de conscience, on va dire, il y a des personnes qui seront plus visionnaires que d'autres. Tout simplement, c'est une discussion aussi que j'avais dans mon association, c'est que parfois l'avenir, ou en tout cas la vision d'avenir, fait peur aux gens. Donc il y a des personnes qui se contentent simplement de ce que leur dit et puis voilà, ils raisonnent à 3 jours. Et puis il y a des personnes qui vont plutôt avoir une vision à plus long terme parce que ça leur fait pas peur. Voilà. Il faut aussi avoir confiance en l'avenir et donc je dirais quelque part, plus on a confiance et plus on voit loin. Et puis si on n'a pas très confiance, on voit juste ce qu'on fait et les actions immédiates. Toi, du coup, tu vois loin, très loin? Eh bien, je vois les deux. Non, simplement, c'est que dans mon métier qui a été le contrôle de gestion, j'avais ce besoin de voir loin pour définir une stratégie, par exemple, et des objectifs, mais aussi une vision assez court terme pour justement, il y a aussi je parlais tout à l'heure de gestion de ressources, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se disperser et finalement, ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une efficacité derrière, immédiate. On parle souvent du voyage qui commence par un pas puis un autre. C'est un peu ça. C'est-à-dire si on ne visualise pas les petits pas qu'on fait, la vision,
on la perd aussi un peu. Enfin, on perd en énergie puis en courage. Donc, il faut les deux. Il faut à la fois valoriser les petits pas et les petites victoires, mais aussi les grands enjeux qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans la société ou sur la planète. Il faut les deux. Voilà. Il faut une cohérence de l'ensemble. Ok. Tu parles de choses qui sont assez cartésiennes, concrètes, des petits pas, des grands pas, une vision. Est-ce que l'intuition, elle a sa place dans l'entreprise de demain? Alors, l'intuition, elle a complètement sa place. Je fonctionne beaucoup l'intuition. Alors, je ne sais jamais si c'est l'expérience ou comment dire, l'amalgame, les intelligences, les connexions que j'ai pu faire qui créent un environnement. Et puis je me dis non, mais là, ça va pas bien se passer. Et dans mon métier, encore une fois, en pilotage d'entreprise, ça s'appelle avoir du flair. Et je crois que j'en ai. Voilà. Et je guide beaucoup mes actions à travers aussi ce que je ressens. Et voilà. Alors après, parfois, il faut se prendre des murs. Hein. On sait qu'on va dans le mur, mais il faut le faire quand même. Pourquoi ça? Bah, parce qu'il y a. On dit que pour connaître le bonheur, il faut connaître le malheur. Pour connaître le noir, il faut aussi savoir ce qu'est le blanc. Donc, se prendre des murs, c'est aussi c'est un gage d'expérience et puis oui, comment on dit, on apprend à chaque fois. Hein, on a le droit de faire des erreurs, mais jamais les mêmes. Et est-ce que ça veut dire alors que l'entreprise de demain, elle a le droit de se tromper aussi, elle a le droit de se planter, de foncer dans le mur, alors en tant qu'entreprise et en tant que collectif d'individus, on est capable d'accepter d'aller dans le mur ensemble pour avoir appris quelque chose, ça te fait mal, et puis ensuite être capable de grandir et passer au-delà du mur ou de l'obstacle. Alors, oui, parce que le mur qu'on imagine, parfois, il ne vient jamais. Hein. D'ailleurs, si on l'imagine, il a moins de chances de venir, quelque part. C'est qu'on est préparé. On parle beaucoup de ça, j'ai entendu ça encore ce matin, où quand on imagine la fin du monde, et ben on s'y prépare et puis on essaye de l'éviter. Et puis quand on ne l'imagine pas, bah, finalement, on y va droit dessus, voilà, parce qu'on ne change pas nos comportements. Donc en tout cas, on peut l'imaginer, le mur. Par contre, charge à nous, effectivement, de l'éviter autant que possible. Et puis, si jamais, parce qu'il y a nos actions et puis il y a aussi l'environnement dans lequel on évolue qui change. C'est-à-dire qu'une décision que je prends aujourd'hui dans un certain environnement, bah, demain, la même décision aura complètement pas du tout les mêmes effets. Donc, effectivement, on a le droit de se tromper et forcément, après, d'apprendre et de rebondir. Ok. Bien, je reprends sur les autres questions, enfin le fil des questions. Oui. Donc, toi qui as une activité dans la finance, est-ce que la ressource de l'entreprise est toujours l'argent à l'avenir? Enfin, déjà, est-ce que aujourd'hui tu es bien d'accord sur le fait que l'argent soit la ressource de l'entreprise aujourd'hui, et est-ce que ce sera le cas demain? Alors, l'argent est une ressource de l'entreprise. Ce n'est pas l'unique ressource, mais en tout cas, c'est la ressource qui permet de mesurer. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans l'entreprise, à un moment donné, ça doit pouvoir être mesuré. Tandis que ce qui n'est pas mesurable n'a pas de valeur. Donc, l'argent est une unité de compte. Après, des unités de compte, il y en a d'autres. Qu'il faut mettre en place et qu'il faut arriver à mesurer. Ça, c'est un petit peu moins, on est moins dans ce schéma-là aujourd'hui. Il faudrait y venir, mais voilà, on parle souvent de bien-être au travail, comment on le mesure. Voilà, il faut trouver l'indicateur qui va bien. Ensuite,
bah, la valeur centrale dans une organisation, pour moi, c'était l'humain. Mais l'humain, c'est un peu comme les clients, c'est-à-dire que on n'a pas forcément l'humain, on a des humains. Et ce que je dis beaucoup en entreprise, c'est que pareil, c'est le client, il n'y a pas un client, il y a des clients. Et donc, il faut aussi connaître les personnes qui nous entourent pour savoir aussi comment gérer ces personnes-là et finalement les ressources qu'elles ont et comment elles peuvent aussi, ces ressources-là, se mettre au profit de l'objectif de l'entreprise ou de l'organisation. Ok, bien. Ça va? Tu comprends tout? Ouais, ça va. C'est pas perplexe des fois. Très bien. Je réfléchis, j'essaye de m'intégrer, donc oui. Oui, parce que moi, c'est un discours, enfin, en tout cas, je sais de quoi je parle parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais ouais. Et est-ce que toi, dans ton organisation, tu intègres des KPI liés au bien-être? Ou est-ce que tu aimerais bien en créer à l'avenir? Alors aujourd'hui, dans mon organisation, je n'en ai pas. Ce que je mesure, aujourd'hui la mesure de mon organisation, c'est mon agenda. C'est-à-dire que c'est le nombre de rendez-vous que je fais. Et c'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui. Donc c'est par exemple un exercice comme aujourd'hui. Voilà, c'est un de mes KPI, c'est-à-dire je pourrais dire combien j'ai fait de rendez-vous réseau, combien j'ai fait d'interviews, combien de fois j'ai pu expliquer mes valeurs et combien de fois j'ai pu aider ma communauté. C'est un des KPI aussi que certaines populations voudraient mettre en place. C'est finalement qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma communauté ou qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un qui est à côté de moi. Voilà. La dernière fois que j'ai aidé quelqu'un, quand est-ce que c'était? Ça peut être un KPI. J'ai mon WhatsApp, mais à chaque fois. De quoi? J'ai mon WhatsApp qui s'est encore mis là. Tu as dû avoir un coupure, non? Ouais, ça a bugué un tout petit peu, mais c'est pas grave, c'est sur la fin. Euh, Bien, j'adore, j'ai jamais entendu parler de ces indicateurs, c'est une bonne idée. le KPI? Ouais, combien de fois j'ai pu aider la personne à côté de moi ou la communauté au sens large? Eh ben, c'est un indicateur, ce KPI de qu'est-ce que j'ai fait pour ma communauté, en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un d'autre que moi. C'est un indicateur que j'aimerais mieux mesurer, en tout cas, dans mon association Les Talents du Grand Genevois. Parce que, alors c'est bien, on rencontre les gens, on fait beaucoup d'événements réseau, conférences, des choses comme ça. Mais finalement, à quoi ça sert? Alors, ça sert à moi et à mon évolution, mais à un moment donné, est-ce que ça peut servir à quelqu'un d'autre? Donc, il y a aussi ça, ce côté-là, comment j'aide les autres? Voilà, mais ça, on peut se poser la question, quand est-ce que j'ai aidé? Mais vraiment aidé, hein, où ça m'a coûté, où j'ai pris ma voiture en pleine nuit, ou alors j'ai fait une lettre de recommandation, ou alors, enfin vraiment un vrai effort, hein, c'est pas juste je like une info sur LinkedIn. Ça peut aider, mais c'est pas, il faut que ça coûte quelque part. L'aide est obligée de coûter? Est-ce que le résultat sera plus fort si ça a demandé plus d'efforts? Alors, dans le coup, il faut que ça coûte en énergie. Il faut que ça demande quand même un effort. Ouais. Ouais. Parce que, alors, par exemple, quelqu'un voulait faire du réseau sur Genève et donc j'ai fait un événement réseau et puis la personne me dit oh, j'aurais bien aimé y être. Bon. Alors moi j'ai communiqué dessus il y a déjà 3 semaines. Je dis en tout cas si cette partie-là tu n'y étais pas, mais par contre il y a d'autres événements qui arrivent, donc je lui donne les dates, le 3, donc aujourd'hui il y a un événement, le 4, le 5, donc je lui donne 3 dates.
avec le nom des événements. Et puis la personne revient vers moi encore en me disant, mais oui, mais où est-ce que je peux trouver toutes ces infos? Eh bien, là, j'avais deux choix. Soit je lui dis, bah écoute, tu fais ton petit Ecosia ou Lilo pour des moteurs de recherche plutôt friendly, et puis tu cherches les infos par toi-même. Soit, eh ben, je te les donne. Voilà. Et moi, j'ai choisi la deuxième solution, qui n'est pas la solution de facilité. C'est-à-dire que je suis allé sur chaque événement, sur les 3 événements, j'ai copié les liens. Et sur le dernier, qui était le réseau dont j'ai parlé tout à l'heure hors caméra, et ben, je lui ai expliqué un peu ce que c'était. Voilà, voilà. Alors, ça m'a coûté, c'était pas énorme, mais à un moment donné, j'avais le choix. Soit je lui disais, bah, écoute, débrouille-toi par toi-même. Je pense qu'il avait suffisamment d'informations pour chercher et trouver les infos. Mais là, j'ai fait le choix de lui copier les liens à chaque fois. Voilà, par exemple. Ok. D'accord. Et ouais. Après, c'est intéressant de pouvoir comparer. Attends, j'ai enlevé le micro. Ouais. Pouvoir comparer l'effort, le temps ou l'énergie qui est requise par celui qui donne et comment ça se transforme après, ce que ça apporte. Et un exemple qui te concerne, toi, tu m'avais transmis l'offre de travail chez ITX. Ça t'a demandé quoi? 5 minutes? 3 minutes? Ouais, même pas. 5 secondes de réflexion. Ah tiens, cool, ça pourrait lui plaire. Et moi, ça m'apporte énormément. Et du coup, c'est extrêmement efficace finalement. Le rapport, Oui, le retour sur investissement est juste énorme finalement pour un cas comme ça. oui. Donc, Après, ce qui est intéressant, c'est l'accompagnement. oui. C'est-à-dire, on dit, bah, voilà, ITX fait ça comme travail, il y a tel type de personnes. Ça Exact. aussi, je dirais qu'on n'est pas obligé de le faire quelque part. Voilà. Mais c'est à un moment donné, bah, on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit, bah, ok, j'ai envie qu'elle réussisse, voilà, quelque part. Et donc, je lui donne bah, le maximum d'informations. Toutes les ressources que j'ai, bah, je les mets à disposition et puis je lui donne. Et puis après, bah, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, ce que j'avais, je l'ai donné. Voilà. Ben, visiblement, ça a bien aidé. Et merci. Mais c'est toi qui as fait les entretiens quand même. Hein. Ouais, quand même, t'aurais pu venir avec moi, écoute. Ok, je reviens aux questions en fait, à la deuxième qui était enfin aux autres qui étaient sur la partie finance. Oui, Et ben justement, comment est-ce qu'on fait circuler cet argent pour qu'il crée le plus de valeur possible? alors faire circuler l'argent, alors dans une société ou une organisation. Attends, je vais juste te couper. Est-ce que déjà il faut le faire circuler le plus possible? Moi, j'étais partie de ce postulat-là que plus il circulait, plus il créait de la valeur. Donc déjà, peut-être si Ouais, tu peux valider ou affirmer ou infirmer, je sais pas, si tu veux mentionner ce point, et puis après sur comment le faire circuler. d'accord. Alors effectivement, l'argent doit circuler pour créer de la valeur. Alors je vais prendre un exemple tout bête aujourd'hui qui sont les taux négatifs, les taux financiers négatifs. Et aujourd'hui, une banque a décidé de taxer les clients qui déposent, en tout cas qui ont sur leur compte courant plus de 500 000 ou 1 million, je ne sais plus. Donc en fait, laisser son argent à la banque va nous coûter maintenant. Donc ça prouve aussi que bah, quelque part, l'argent, il est fait pour être dépensé, pour être investi. Et donc il faut le faire circuler dans la société et autour de nous. Alors, pourquoi? Parce il a ce pouvoir, je dirais, de se multiplier et puis quelque part d'apporter du bien-être. C'est-à-dire, par exemple, souvent, par exemple, en rendez-vous réseau, je paye ou la personne paye les 2 cafés et puis la prochaine fois, c'est la personne en face qui paiera. Voilà.
Et en fait, c'est j'investis dans une relation où je dépense beaucoup. En fait, il faut dépenser beaucoup pour avoir beaucoup. Voilà. Ok. Et l'argent investi, ben, c'est un peu ça, à un moment donné, si on veut, ou comme l'énergie, hein, si on veut récolter beaucoup, ben, il faut semer beaucoup. Alors, ça peut être de l'argent ou de l'énergie hein, physique, mais voilà. Ok. Est-ce que tu peux pousser encore plus loin justement sur comment faire circuler l'argent encore un peu plus? Alors, je relis mes notes. Euh, alors, concernant l'argent qui circule, aujourd'hui, par exemple, je suis très curieux de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, alors qui est une nouvelle forme d'argent. On voit bien que alors Facebook a créé le Libra avec sa propre crypto-monnaie. Je crois que la Chine a mis en service sa propre crypto-monnaie également. Donc on voit bien que la monnaie aujourd'hui, elle fédère. Et j'ai même quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que la monnaie faisait l'État. C'est-à-dire quand on tapait du franc, ben, on était français, du franc suisse, ça fédérait la Suisse. Et bien demain, la crypto-monnaie va fédérer une communauté. Et donc la monnaie sera aussi le socle d'un contrat social, c'est-à-dire que si on est ben, dans si on se reconnaît en tout cas dans le contrat social, on va adhérer à la monnaie, en fait. Voilà. Donc on voit bien que la société dans laquelle on vit et les monnaies sont de plus en plus liées. Hein. Alors Facebook, eh ben, ils ont leur communauté, donc ils vont créer une Libra. Voilà. C'est intéressant comme développement en tout cas. Curieux, tout à fait. Ça me fait penser à une vidéo, il faut que je t'envoie après. Je vais essayer de la retrouver justement à ce sujet. Ok, de quelles nouvelles compétences auront besoin les entreprises idéales à l'avenir? Alors les compétences de l'avenir, on parle beaucoup aujourd'hui de l'écoute. Alors l'écoute aujourd'hui pour mettre en sourdine son ego, c'est-à-dire quand on écoute, on est centré sur l'autre et pas sur soi-même. On est centré sur ce que dit l'autre et non pas, comme aujourd'hui, sur la réponse à ce que dit l'autre. Hein, donc, souvent, en fait, moi, quand j'écoute, après, j'ai un moment blanc parce que je suis en train d'élaborer ma réponse. Parfois, ça crée un petit déséquilibre parce que quand j'écoute, je ne pense pas à ce que je vais dire après. Voilà. Ça veut dire qu'à l'avenir, notre rythme de discussion pourrait être vraiment ralenti. Finalement, on va Ouais. toujours avoir ces 5 secondes ou 10 secondes de réflexion, alors qu'aujourd'hui, c'est très rapide, tac au tac, voire on interrompt. Oui, oui, mais parce que si on répond du tac au tac, je dirais, c'est que quelque part, on a déjà la phrase suivante, et si on a la phrase suivante, c'est qu'on n'a pas écouté l'autre. Donc, effectivement, mettre en sourdine son ego, c'est une des choses primordiales. Ne pas chercher à avoir raison. Voilà. C'est aussi une compétence. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler, ça. Hein. C'est l'humilité, tout ça. Et comment serait l'entreprise de demain alors avec des gens qui s'écoutent, qui laissent parler l'autre, qui sont humbles? Elle pourrait fonctionner? Je sais pas. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir d'essayer. Hein. Ok. Et, Oui, pardon, vas-y, vas-y. pour compléter aussi,
j'avais listé aussi deux autres compétences. La première dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, c'était la curiosité. C'est-à-dire que essayer de savoir ce qui se cache derrière une façade, ou en tout cas derrière un discours. Donc aller creuser un petit peu dans ce que dit l'autre. Hein, on dit que la sagesse, c'est le fait de transpercer les apparences. La sagesse transperce les apparences. Donc en fait, voilà, donc c'est aller un peu au-delà des apparences. Et puis la troisième qui va beaucoup nous servir, je pense, dans l'avenir, c'est la résilience. Parce qu'on est dans un monde qui est assez violent, je trouve, c'est mon avis, et qui sera violent de plus en plus par rapport aux ressources naturelles qui vont parfois disparaître. Donc oui, il faut être équipé. Enfin, en tout cas, la résilience est une bonne compétence à développer. Ok. Résilience, là tu parles de ressources naturelles manquantes, enfin oui, qui vont. Ça va bouleverser. Le manque de ressources va bouleverser les équilibres, en fait. Hein. Ça bouleverse les États. On l'a vu avec les guerres pour le pétrole. La montée des eaux va bouleverser les terres agricoles, et puis les populations vont bouger. Donc oui, il va falloir pouvoir gérer tout ça. Tu penses que ça impactera les entreprises directement? Oui, parce que les entreprises font partie du monde. Okay. Donc, on n'a qu'une seule terre. Hein. Tu crois? Donc après, on peut s'organiser. Voilà, moi, je suis dans une entreprise, je suis dans une ONG, je suis chez moi, dans mon cocon. Mais tout ça est en interaction, donc on sera forcément impacté par ce qui se passe dans notre environnement. Ok. Du coup, je vais te poser une question que j'avais tout à l'heure, mais ouais, c'était deux questions. C'était l'entreprise est-elle intégrée différemment dans notre société? Est-ce qu'elle a un rôle, social différent? Et ensuite, le lien avec l'environnement. Est-ce que l'entreprise se doit de faire des actions qui vont protéger l'environnement, qui vont lui permettre de se ressourcer? Alors oui, effectivement, l'entreprise se doit aujourd'hui de prendre soin de ce qui la compose, donc de ces hommes et de ces femmes. Et puis elle se doit aussi de prendre soin de son environnement. Donc, comme on dit aujourd'hui, de son impact sociétal. Donc c'est vrai qu'on va de plus en plus à une intégration, que ce soit de l'environnement au niveau écologique, mais aussi l'environnement humain. Et aujourd'hui, quand on disait quand tu arrives au travail, il faut oublier tes soucis personnels, et ce qui compte, c'est le travail. Voilà. Tu laisses à la porte. Moi, j'ai connu ça. Hein, on me disait, tu laisses tes soucis à la porte. Ça, on n'est plus là-dedans. Quoi. Pour moi, ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est la même vie. Quoi. Donc après, est-ce qu'on a envie de se montrer tel qu'on est et de faire ce qu'on aime? Voilà, c'est un choix qui nous revient. Et tout à l'heure, je voulais revenir là-dessus, tu parlais de toutes tes activités. Est-ce que ça aussi, ce sera le cas à l'avenir? Ça veut dire que tu es entrepreneur, potentiellement tu pourrais aussi avoir une activité de salarié quelques heures par semaine et en plus tu es très impliqué dans toutes sortes d'associations. Est-ce que ça, c'est un modèle qui pour toi fonctionne et est durable?
Alors, le fait d'être impliqué dans plusieurs organisations, oui, alors certains appellent ça les slashers, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs, dans notre vie, on a plusieurs métiers, en tout cas, on a plusieurs activités qui coexistent. On pourrait, je sais pas, parler du directeur financier, c'est une activité qui fait du théâtre. Moi, j'aime bien la partie jeu, j'aime bien jouer, fixer les règles. Donc, en ce moment, je suis très serious game, et notamment open serious game, c'est-à-dire qu'on va sur le net et puis on va piocher dans les serious games qui existent et on les met en place. Donc, c'est créer et comprendre les règles ensemble et ensuite de jouer. Voilà, et d'apprendre. Parce que l'objectif du serious game, c'est aussi ça. Donc, par exemple, dans mon activité, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place. C'est ce côté, une dimension jeu. Alors, est-ce que c'est compatible avec une direction financière? Pour moi, oui. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre, hein, c'est pas de mettre en péril l'entreprise, mais c'est d'être meilleur pour que l'entreprise perdure. Donc, si le jeu peut apprendre aux gens à gérer un budget et à gérer des contrats qui tiennent la route et des futurs litiges, bah, tant mieux. Par exemple, pour rester sur la partie direction financière. Excellent. J'ai jamais entendu parler de ça, de jeu et direction financière. J'ai jamais entendu ces mots dans alors, si tu me permets, je reviens 2 minutes. Ouais. Alors, j'ai acheté un jeu qui est édité par la Banque de France. Oui, elle existe encore. Ah. Voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran, qui s'appelle Le jeu pour comprendre l'analyse financière. Et attends, tu peux un petit peu. Ah, ben sinon, c'est bon, on le voyait. Ouais. Je te laisse continuer. Ouais. Donc, c'est le jeu pour comprendre l'analyse financière. Et donc, en fait, sur cette boîte, on a des cartes, on a des règles du jeu, chacun a son entreprise, son entrepreneur, chacun est entrepreneur. Donc, ça se joue à partir de 14 ans. Donc, vous pouvez jouer avec vos enfants. Hein. Tous les directeurs financiers pourraient jouer avec leurs enfants et les enfants comprendraient enfin ce que fait papa au travail ou maman. Voilà. Donc, ça, dans le cadre de mon association, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Mais ce serious game sur l'analyse financière, en tout cas, c'est aussi quelque chose que j'aimerais proposer. Voilà. Des adultes. À des adultes, dans le cadre de ma société, en fait, d'avoir un pôle, je sais pas, finance and play ou play and finance, je sais pas. Génial, j'adore l'idée. Je vais t'envoyer un ou deux noms de jeux si jamais. Je ne connais pas directement lié à la finance. Avant, il y avait, deux, trois trucs qui me viennent à l'esprit. Comment? Avant, il y avait le Monopoly, mais c'était pas très, acheter une ville. Mais non, c'est édité par la Banque de France, donc c'est très sérieux. Et puis, c'est vrai que souvent, les personnes ne comprennent pas trop à quoi sert une direction financière, à part payer des salaires, des fournisseurs. Mais c'est aussi gérer une entreprise et gérer un plan d'action commerciale, des résultats chez des clients, sur des projets. Puis les gens, ça les ennuie vite. Donc, voilà. Donc, si le jeu peut les aider à comprendre, ça sera déjà une petite lumière dans le noir. Bien, et c'est super parce que tu fais une bonne transition. Je voulais revenir sur justement l'apprentissage de nouvelles compétences. Et tout à l'heure, tu as parlé de compétences qui étaient l'écoute, la curiosité, la résilience. Là, tu parles de compétences qui sont directement liées au monde de la finance. Tout ça, ça peut se faire, tu es en train de le dire, par des jeux. Est-ce que tu penses à d'autres manières qui seraient plus modernes, différentes, plus conviviales, plus efficaces pour permettre aux individus d'apprendre et de se développer?
Alors, dans l'apprentissage, alors effectivement, il y a cette partie gamification dont on parle beaucoup. On trouve des livres blancs sur la gamification. C'est, comme je disais tout à l'heure, je suis le héros, je gagne des points, des vies supplémentaires, j'ai des missions, etc. Il y a, alors ce week-end, j'étais avec deux personnes, une personne qui est certifiée Lego Serious Game, donc jouer avec des Lego, comment on fait une stratégie commerciale, comment on envisage des scénarios, etc. Donc ça, des choses assez sympas. Et très récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui fait du théâtre d'impro dans les entreprises et qui aide les personnes à… alors, on va tester ça dans mon association, qui aide les personnes, je pense, à connecter et à créer ce qu'on appelle des nouveaux schémas neuronaux, en tout cas, des nouvelles manières de penser pour avoir des nouvelles solutions. Est-ce que c'est Arnaud Stéphane? Non. Non? Ok. Le grand brun, cheveux courts, c'est pas lui. Enfin, je crois qu'il s'appelle Stéphane. Mais c'est pas lui, c'est une personne qui s'appelle Chapeau, qui est sur Tonon, et qui voilà, qui a décidé de faire ça. Il n'a pas toujours fait ça, je crois. Mais il a le style, enfin, tout le personnage reflète ce qu'on imagine de quelqu'un qui fait du théâtre, qui est assez vivant, perspicace, de l'humour, voilà. C'est super ça comme cocktail dans une entreprise. Ouais. Justement, est-ce que le théâtre sera intégré aussi dans l'entreprise du futur et comment il serait intégré? Alors, est-ce qu'il sera intégré pourquoi pas En fait, c'est simplement une prise de conscience qu'à un moment donné, on le voit bien avec l'école d'aujourd'hui, c'est que quand je reste assis derrière un bureau, j'ai tendance un peu à m'éteindre, voire à m'endormir parfois. Donc en fait, il faut trouver d'autres sources de stimulation et le jeu, que ce soit du serious game, du Lego, du théâtre d'impro, c'est une manière de mieux se connaître, de connaître les autres aussi, parce que jouer ensemble, il y a aussi un aspect team building qui est intéressant. Donc oui, par exemple, je pense tout ce qu'on appelle art thérapie aussi, faire une fresque ensemble, voilà. On se promenait dans les bois, ça on l'a déjà fait. Récemment, j'ai entendu parler d'un team building en sautant en parachute d'un avion. Voilà. Chacun saute son tour, hein, on ne saute pas tous en même temps, mais chacun saute son tour. Et a priori, ça a tendance, après, quand on vit une expérience assez extrême, à resserrer les gens. Les gens ont partagé vraiment une émotion commune, et donc ça resserre les liens entre les personnes. Voilà. Bon, mais le théâtre d'impro, ça demande moins de… Comment dire, moins d'organisation, en tout cas. Voilà. Puis c'est plus propre qu'un avion qui décolle. Bien. Je reviens sur le questionnaire. Je pense que c'était tout, puisqu'on avait parlé… Ah, comment l'entreprise parviendrait-elle à donner du sens au travail des collaborateurs? Ah oui, et puis l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Je ne sais pas si tu voulais en parler un petit peu, si ça t'avait inspiré. Alors, tout à l'heure, on parlait finalement de faire ce qu'on aime. Donc, effectivement, dans sa vie professionnelle et vie personnelle, pour moi, c'est la même vie. Ensuite, c'est dans des structures différentes, mais au final, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on doit être connecté, non pas cloisonné. C'est-à-dire cloisonner les choses, on s'aperçoit qu'on n'y arrive jamais. Hein, même le Titanic a essayé, il n'est pas arrivé. Il a coulé quand même. Et donc, le fait d'être connecté, en fait, c'est aussi de savoir oui, je suis comme ça aujourd'hui. Je ne suis pas très bien, mais je vais faire de mon mieux.
mais avec les ressources et l'environnement que j'ai aujourd'hui. Et le mieux d'aujourd'hui sera peut-être différent du mieux de demain. Il y a des jours où on est plus performant que d'autres, mais ce n'est pas pour autant qu'on est moins méritant, parce qu'on a chacun nos ressources et notre environnement qui vient aussi influencer notre performance. Donc, en fait, voilà, il y a parfois, même quand on n'est pas très bien et quand on fait un petit peu, on est parfois plus méritant que des journées voilà, où tout va très bien dans notre vie et puis finalement on fait des grandes choses, mais bon, on a aussi un environnement qui nous aide. Alors sur le sens du travail dans l'entreprise, non ? Oui, c'est juste, ouais. Le sens du travail, après, il y a un gros débat en ce moment sur le mot travail. Donc, c'est quoi un travail? Comment je valorise mon travail? En tout cas, comment je valorise ce que je fais? Je pense qu'il faut que ça réponde à notre vision, parce qu'on a envie de construire, tout simplement. C'est-à-dire que si ce qu'on se construit, ça fait sens pour nous, je pense que c'est OK, en tout cas pour nous, quoi, hein. Puis pour les autres qui nous accompagnent, qui partagent la même vision. Bien. Une dernière question, non, il y en a deux. Est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais voulu que je te pose? Il y a un autre point que tu aurais voulu aborder? Alors, il y avait un point que j'avais noté, mais que tu as abordé, c'est l'apprentissage. J'ai lu il y a quelques temps qu'il fallait investir 20% de son temps dans l'apprentissage pour rester connecté au monde qui nous entoure, mais aussi pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Voilà, mais l'apprentissage, on a parlé tout à l'heure par l'apprentissage joyeux avec les serious games. Et 20% de son temps à l'apprentissage, et du coup, une entreprise devrait mettre quel pourcentage de son chiffre d'affaires à la formation des collaborateurs? Ou pas, en fait. En posant la question, je me dis, c'est peut-être pas une question de chiffre d'affaires, puisqu'un apprentissage, soit il est fait en interne, on peut aussi utiliser toutes les ressources internes, favoriser, enfin, créer une entreprise apprenante, où il va y avoir beaucoup plus de partage de compétences internes que à chaque fois de prendre des formateurs externes qui coûtent souvent très cher. Donc finalement, c'est peut-être pas une question de budget, en fait. J'enlève ma question. Non, mais en tout cas, c'est une question d'envie. Et pour moi, l'entreprise, elle doit donner la possibilité de faire quelque chose. Après, on prend ou on ne prend pas. Mais en tout cas, l'entreprise a des moyens, notamment financiers, pour mettre en place des choses. Après, le salarié, c'est comme les cours d'anglais, hein. Moi, j'ai fait des cours d'anglais en entreprise. On pouvait y aller, mais sur les 10 personnes qui étaient inscrites, il y en avait probablement, on était peut-être 3-4. Voilà. C'était juste une envie aussi de s'améliorer et d'apprendre. Voilà. Et oui, on peut de toute façon pas forcer quelqu'un à apprendre. Il faut que ça se fasse quand c'est le bon moment pour lui, selon ses besoins, il apprendra beaucoup mieux. Donc c'est pour ça l'apprentissage, c'est aussi, par exemple, moi ce matin j'ai commencé par regarder une vidéo sur YouTube. Le titre de la vidéo c'était CO2 ou PIB, il faut choisir. Donc c'est quelqu'un, c'est Jankovici, si je le prononce bien, qui a fait une conférence à Sciences Po la fin août. Voilà, la conférence dure 2 heures, donc 2 heures, c'est assez lourd dans une journée quand même, mais voilà, j'ai passé une demi-heure et puis voilà, la personne parlait d'énergie, voilà, de transition énergétique, mais en tout cas, voilà, ça c'est de l'apprentissage pour moi. Exact. Ouais. C'est un apprentissage, en tout cas, qui te permet d'ouvrir un petit peu ton champ de perspective, ta compréhension
du monde, de l'environnement. Ouais. Non, il aime bien, je lis pas mal, je le suis sur LinkedIn et il y a pas mal de choses intéressantes. Oui. Voilà, moi je l'ai découvert ce matin via LinkedIn ou peut-être Facebook. Et donc j'ai passé une demi-heure en déjeunant. Et pourtant, tu es motivé après ou tu dis ah non, ouais, on court à la catastrophe? Et ben alors la collapsologie, on appelle ça. Non, mais la catastrophe, bon, je pense qu'en tout cas, il faut l'imaginer pour l'éviter. Voilà. C'est toujours plus simple. Hein. C'est comme les juristes qui font dans les contrats, qui mettent toujours des clauses. On se dit non, mais ça sert à rien. Jamais on va se fâcher. Les pénalités de retard, ça sert pas. Bon. Et puis parfois, on s'aperçoit que même si on a bien négocié à l'amiable, voilà, il vaut mieux fixer les règles encore une fois et les comprendre et puis jouer avec ça. Complètement. Complètement d'accord. Après, il faut savoir que les choses sont là, elles existent. Oui, un effondrement, ça fait partie du champ des possibles. Et il faut l'avoir là, dans un coin de la tête. Néanmoins, il faut passer quand même 90% de son temps à construire des choses, à imaginer tout ce qui peut être positif. Et c'est pour ça qu'on fait l'exercice d'aujourd'hui. C'est de se dire, bon, bah, même s'il y a effondrement, ok, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on fera après? Et comment, justement, on peut construire une société qui serait meilleure, un monde meilleur. Donc, il faut l'avoir là, mais… Oui, oui. Ben après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comment je gère mes ressources, mon énergie. Est-ce que je prends conscience d'une chose? Bien souvent, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Hein. Prendre conscience, c'est instantané. Et après, comment je mets mon énergie à modifier ou mon comportement ou mon environnement. Mais effectivement, il vaut mieux s'axer sur les solutions et à corriger les choses plutôt qu'au problème en lui-même. Voilà. Il faut bien l'identifier quand même au départ. Exact. Non, mais tu as raison. La prise de conscience, c'est quelque chose qui peut aller assez vite. Tu as raison. Oui. Ok, bien. Pour terminer, Laurent, 3 hashtags pour résumer l'entreprise de demain. Alors, donc, j'avais mis le premier hashtag que j'ai choisi, c'est hashtag respect. Le second hashtag, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on comprend en tout cas, je pense que c'est le hashtag proximité relationnelle, c'est-à-dire être proche des gens dans la relation. Ça ne veut pas dire physiquement être proche des gens ou géographiquement, mais en tout cas, là, par exemple, on est en caméra, mais quand on échange, je pense qu'on a un vrai discours, on a un vrai échange. Voilà. Donc, c'est le hashtag proximité relationnelle. Et puis, le troisième qui sert très régulièrement, c'est le hashtag résilience. Voilà. Il faut se battre. La vie est un combat, comme dirait une chanteuse africaine. Elle dit comment? La vie est un combat. Oh, c'est vrai? Mince. Bon, est-ce que tu pourrais les redire ces 3 hashtags parce que des fois ça a bougé, grésillé. Bref, si tu veux les refaire comme ça c'est quelque chose que je mettrai probablement là. D'accord. Donc le premier hashtag que j'ai choisi, c'est le hashtag respect. Le second hashtag dont on a très peu parlé, mais qui est essentiel, c'est le hashtag proximité relationnelle. Et le troisième respect, j'allais dire, donc quoi, c'est très présent. Le troisième hashtag, c'est le hashtag résilience. Donc tout ce qui est persévérance, adaptation, voilà, on s'adapte. Excellent. Merci Laurent. Voilà. J'espère que tu arriveras à faire quelque chose avec tout ça. Ouais, alors je coupe la vidéo.